2 billions de galaxies, c'est le nombre estimé de galaxies dans l'univers observable. 2000 milliards de vastes archipels cosmiques, chacun contenant en moyenne 100 milliards d'étoiles. Et autour de ces étoiles, des planètes. Des milliards et des milliards de mondes potentiellement habitables flottant dans l'obscurité du vide. Des océans extraterrestres sous des ciels d'un rouge profond. Des forêts d'organismes que nous ne pouvons même pas imaginer. Des civilisations peut-être plus anciennes que notre système solaire lui-même. Et pourtant, malgré ces chiffres vertigineux, malgré les milliers de milliards de possibilités, malgré des décennies d'écoute attentive du cosmos avec nos instruments les plus sensibles, nous n'avons reçu qu'une seule réponse, le silence. Un silence absolu, total, écrasant. Un silence qui dure depuis que nous avons commencé à chercher. Un silence qui pourrait bien être la découverte la plus terrifiante de l'histoire de l'humanité. Cette nuit, nous allons explorer ensemble 3 mystères fondamentaux qui se cachent derrière ce silence cosmique. Le premier concerne les probabilités impossibles, ces équations mathématiques qui nous promettent un univers grouillant de vie, mais qui semblent mentir de façon inexplicable. Le deuxième mystère nous emmènera vers les filtres de l'extinction, ces barrières invisibles qui pourraient éliminer toute civilisation avant qu'elle n'ait le temps de nous contacter. Et le troisième, peut-être le plus troublant de tous, nous confrontera à la possibilité que nous soyons véritablement, irrémédiablement, cosmiquement seuls dans un univers trop grand pour nous. Tu vas découvrir quelque chose cette nuit. Quelque chose qui pourrait changer ta façon de regarder le ciel nocturne pour toujours. Quelque chose qui t'empêchera peut-être de dormir paisiblement, non pas par peur, mais par cette sensation étrange de vertige que provoque la contemplation de notre véritable place dans l'immensité cosmique. Si les mystères du cosmos te fascinent, si tu ressens cette curiosité profonde pour les questions sans réponse qui enterrent l'humanité depuis qu'elle a levé les yeux vers les étoiles, alors reste avec moi. Abonne-toi pour ne rien manquer de ces voyages nocturnes à travers l'inconnu. Le voyage commence maintenant. Pendant longtemps, l'humanité a cru connaître la réponse à la question de la vie extraterrestre. La réponse officielle, celle que l'on enseigne dans les écoles et que l'on répète dans les documentaires, celle qui rassure et qui semble parfaitement logique, nous dit que l'univers doit forcément abriter d'autres formes de vie intelligente. Comment pourrait-il en être autrement ? Les chiffres sont tellement astronomiques qu'ils semblent impossibles à contredire. Commençons par notre propre galaxie, la Voie lactée. Elle contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Les estimations récentes suggèrent qu'environ 1 étoile sur 5 possède une planète de taille terrestre dans sa zone habitable, cette région idéale où l'eau peut exister à l'état liquide. Cela nous donne quelque chose comme 40 milliards de planètes potentiellement habitables rien que dans notre galaxie. 40 milliards de chances pour que la vie émerge, évolue, développe une intelligence et regarde elle aussi vers les étoiles en se demandant si quelqu'un d'autre est là. Et notre galaxie n'est qu'une parmi 2 billions d'autres. Les mathématiques deviennent alors proprement inconcevables. Le nombre total de planètes potentiellement habitables dans l'univers observable pourrait dépasser le sextillion, c'est-à-dire un chiffre avec 24 zéros. Même si la vie n'émergeait que sur une planète habitable sur 1 million, même si l'intelligence n'apparaissait que dans un cas sur 1 milliard, les nombres restent tellement gigantesques que des millions de civilisations devraient exister rien que dans notre voisinage cosmique. Cette logique a été formalisée pour la première fois en 1961 par l'astronome Frank Drake. Son équation, devenue célèbre sous le nom d'équation de Drake, tente d'estimer le nombre de civilisations extraterrestres dans notre galaxie avec lesquelles nous pourrions potentiellement communiquer. Elle prend en compte le taux de formation des étoiles, la fraction de ces étoiles possédant des planètes, le nombre de planètes habitables par système, la probabilité que la vie y apparaisse, puis qu'elle devienne intelligente, puis qu'elle développe une technologie capable de communiquer à travers l'espace. Et enfin la durée pendant laquelle ces civilisations émettent des signaux détectables. Les valeurs optimistes de cette équation suggèrent que des dizaines de milliers de civilisations technologiques pourraient coexister avec nous dans la Voie lactée en ce moment même. Des dizaines de milliers de peuples stellaires, certains peut-être plus anciens que nous de millions d'années, avec des technologies que nous ne pouvons même pas concevoir.
des êtres qui auraient eu le temps de coloniser la galaxie entière plusieurs fois. Cette vision optimiste a dominé pendant des décennies. Elle a inspiré des programmes de recherche ambitieux. En 1960, le même Frank Drake a pointé un radiotélescope vers les étoiles Tau Ceti et Epsilon Eridani, écoutant pendant des heures dans l'espoir de capter un signal artificiel. C'était le début du projet SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, la recherche d'intelligence extraterrestre. Depuis lors, des milliers d'heures d'observation ont été accumulées. Des télescopes toujours plus puissants ont scruté des millions d'étoiles. Des algorithmes sophistiqués ont analysé d'innombrables signaux à la recherche d'une anomalie, d'une régularité artificielle, d'un message codé dans les ondes radio qui baignent l'univers. Nous avons envoyé des messages nous-mêmes. En 1974, le message d'Arecibo a été transmis vers l'amas globulaire M13, à 25 000 années-lumière de distance. Ce message contenait des informations sur notre système solaire, sur notre ADN, sur la forme de notre corps, sur notre position dans la galaxie. C'était une bouteille jetée dans l'océan cosmique, un appel lancé vers l'inconnu. Les sondes, Voyager, lancées en 1977, emportent avec elles des disques d'or contenant des sons de la Terre, des images de notre civilisation, des salutations en 55 langues et une carte indiquant la position de notre système solaire. Ces sondes voyagent maintenant au-delà des limites de notre système solaire, messagers silencieux dérivant vers les étoiles. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour signaler notre présence. Nous avons écouté avec attention. Nous avons cherché avec persévérance. Et nous n'avons rien trouvé. C'est ici que la version officielle commence à se fissurer. C'est ici que les certitudes rassurantes cèdent la place à une inquiétude profonde, à une question qui hante les scientifiques depuis plus d'un demi-siècle. En 1950, le physicien Enrico Fermi, l'un des plus brillants esprits du XXe siècle, déjeunait avec des collègues au laboratoire national de Los Alamos. La conversation dériva vers les récentes observations d'objets volants non identifiés et vers la possibilité de voyages interstellaires. Fermi, connu pour sa capacité à estimer rapidement des ordres de grandeur, fit quelques calculs mentaux. Si les civilisations extraterrestres existaient en grand nombre, comme les probabilités le suggéraient, et si même une seule d'entre elles avait développé la capacité de voyager entre les étoiles, elle aurait eu le temps de coloniser la galaxie entière depuis longtemps. Même en voyageant à une fraction de la vitesse de la lumière, même en prenant des millions d'années pour s'étendre d'étoile en étoile, une civilisation suffisamment ancienne aurait dû laisser des traces visibles partout dans la galaxie. Fermi leva alors les yeux de son assiette et posa la question qui porte maintenant son nom. Où sont-ils ? Cette question simple, presque naïve en apparence, cache en réalité un paradoxe profond qui remet en cause tout ce que nous pensions savoir sur notre place dans l'univers. Si la vie intelligente est probable, si elle a eu des milliards d'années pour émerger et se développer ailleurs, si les technologies de voyage ou de communication interstellaire sont possibles, alors pourquoi le cosmos reste-t-il désespérément silencieux ? Pourquoi aucune sonde extraterrestre n'a-t-elle jamais visité notre système solaire ? Pourquoi aucun signal artificiel n'a-t-il jamais été détecté parmi les murmures naturels du cosmos ? Les réponses proposées à ce paradoxe sont nombreuses, et chacune d'entre elles est troublante à sa manière. Certaines sont relativement rassurantes. Peut-être que les distances interstellaires sont simplement trop grandes pour être franchies. Peut-être que les civilisations extraterrestres communiquent d'une façon que nous ne pouvons pas détecter. Peut-être qu'elles ont choisi de ne pas nous contacter, observant notre jeune civilisation comme nous observerions une tribu isolée sans vouloir perturber son développement. Mais d'autres réponses sont beaucoup plus sombres. Peut-être que la vie intelligente est extraordinairement rare, bien plus rare que nos équations optimistes ne le suggèrent. Peut-être que quelque chose empêche les civilisations d'atteindre le niveau technologique nécessaire pour coloniser les étoiles. Peut-être qu'un filtre impitoyable attend toutes les espèces qui s'aventurent sur le chemin de la sophistication technologique. Un filtre qui les élimine avant qu'elles ne puissent laisser leur marque sur la galaxie. Ou peut-être, et c'est l'hypothèse la plus vertigineuse de toutes, peut-être que nous sommes véritablement seuls.
Peut-être que sur ces milliards de planètes, dans ces billions de galaxies, à travers ces 13 milliards d'années d'histoire cosmique, la vie consciente n'est apparue qu'une seule fois, ici, sur cette petite planète bleue tournant autour d'une étoile ordinaire dans une banlieue sans distinction de la Voie lactée. Cette possibilité devrait nous emplir d'émerveillement. Si nous sommes uniques, alors nous sommes le seul endroit de l'univers entier où le cosmos a ouvert les yeux et s'est contemplé lui-même. Nous sommes le point singulier où la matière est devenue consciente, où les atomes forgés dans les cœurs des étoiles se sont assemblés en structures capables de comprendre leur propre origine. Mais cette même possibilité devrait aussi nous terrifier, car si nous sommes seuls, alors il n'y a personne pour nous sauver si nous échouons. Personne pour préserver la mémoire de ce que nous avons été si nous disparaissons. Personne pour continuer l'exploration de l'univers si nous détruisons notre propre civilisation. Le paradoxe de Fermi n'est pas simplement une énigme scientifique. C'est un miroir que le cosmos nous tend, dans lequel nous devons contempler notre propre fragilité, notre propre responsabilité et peut-être notre propre destin. Mais la réalité, c'est beaucoup plus obscur que ce simple paradoxe ne le laisse entrevoir. Car derrière le silence des étoiles se cache peut-être quelque chose que nous n'osons pas regarder en face. Quelque chose qui concerne non seulement les civilisations extraterrestres qui n'ont jamais répondu à nos appels, mais aussi notre propre avenir en tant qu'espèce. La réponse au paradoxe de Fermi pourrait ne pas être une raison de célébrer notre unicité. Elle pourrait être un avertissement sur les dangers qui guettent toute civilisation technologique, un avertissement sur les pièges invisibles qui parsèment le chemin vers les étoiles, un avertissement que nous ferions bien d'écouter, car il pourrait déterminer si nos descendants coloniseront un jour d'autres mondes ou si notre civilisation rejoindra le silence cosmique qui l'entoure. Dans les prochains moments de notre voyage, nous allons explorer ces dangers un par un. Nous allons plonger dans les abysses de ce que les scientifiques appellent le grand filtre, cette barrière hypothétique qui empêcherait les civilisations de progresser au-delà d'un certain point. Nous allons examiner les différentes étapes où ce filtre pourrait se situer, de l'émergence de la vie elle-même jusqu'aux défis existentiels auxquels notre propre civilisation fait face en ce moment même. Nous allons aussi explorer les théories alternatives, ces hypothèses qui suggèrent que les extraterrestres existent peut-être, mais qu'ils se cachent, qu'ils nous évitent ou qu'ils opèrent d'une façon que nous ne pouvons pas comprendre. L'hypothèse du zoo, où nous serions observés comme des animaux dans une réserve. L'hypothèse de la forêt sombre, où le silence serait une stratégie de survie dans un univers hostile. L'hypothèse de la transcendance, où les civilisations avancées abandonneraient le monde physique pour des réalités virtuelles ou des états d'existence que nous ne pouvons pas concevoir. Chacune de ces théories nous révèle quelque chose sur notre propre nature, sur nos espoirs et sur nos peurs les plus profondes. Car en cherchant à comprendre pourquoi nous n'avons pas trouvé d'autres intelligences dans le cosmos, nous apprenons inévitablement quelque chose sur nous-mêmes. Ferme les yeux un instant et imagine. Imagine un ciel nocturne, non pas comme tu le vois depuis ta fenêtre, mais tel qu'il apparaîtrait depuis l'espace, loin de toute pollution lumineuse. Des milliards d'étoiles brillant comme des diamants sur un velours noir. La bande lumineuse de la Voie lactée s'étirant d'un horizon à l'autre, et dans ce panorama d'une beauté à couper le souffle, pas un seul signe d'une autre intelligence, pas une lumière artificielle sur une lune lointaine, pas une structure géante construite autour d'une étoile, pas un signal radio portant un message d'un autre monde. Ce que tu contemples dans cette vision n'est peut-être pas un univers plein de vie qui refuse de nous parler. Ce pourrait être un univers véritablement, fondamentalement vide. Un désert cosmique d'une vastitude inconcevable, où nous serions la seule oasis de conscience dans un océan d'indifférence stellaire. Mais avant de céder au désespoir face à cette solitude potentielle, avant de conclure que l'univers est aussi mort qu'il semble silencieux, nous devons comprendre pourquoi. Nous devons explorer les mécanismes qui pourraient expliquer ce vide apparent. Et c'est ce que nous allons faire ensemble, pas à pas, au fil de cette nuit, car la réponse à la question de Fermi, quelle qu'elle soit, nous concerne directement. Si le grand filtre est derrière nous, quelque part dans notre passé évolutif,
alors nous sommes peut-être les rares survivants d'un processus de sélection d'une brutalité inimaginable. Nous avons peut-être franchi une barrière que presque aucune autre forme de vie dans l'univers n'a réussi à franchir. Et cela signifierait que le chemin vers les étoiles est ouvert devant nous, que nous sommes destinés, si nous le voulons, à devenir les premiers explorateurs d'une galaxie vierge. Mais si le grand filtre est devant nous, quelque part dans notre futur, alors nous marchons peut-être vers notre propre extinction sans le savoir. Nous suivons peut-être le même chemin que d'innombrables civilisations avant nous. Des civilisations qui ont construit des villes, développé des technologies, rêvé des étoiles et disparu sans laisser de traces détectables à travers l'immensité du vide. Le silence du cosmos pourrait être le silence des cimetières, le silence de billions de civilisations qui ont existé et qui n'existent plus. Le silence d'un avertissement que nous n'avons pas encore appris à entendre. Alors laisse-toi porter par ces réflexions tandis que nous continuons notre voyage. Laisse les questions flotter dans ton esprit comme des étoiles dans le vide. Car les réponses que nous cherchons ne sont peut-être pas réconfortantes, mais elles sont essentielles. Elles pourraient déterminer non seulement notre compréhension de l'univers, mais aussi la survie de notre espèce elle-même. Le voyage continue. Et les mystères que nous allons découvrir ne font que commencer à se révéler. Pour comprendre véritablement pourquoi le cosmos demeure silencieux, nous devons d'abord plonger dans les profondeurs de ce que la science moderne nous révèle sur les conditions nécessaires à l'émergence de la vie. Non pas la vie telle que nous l'imaginons dans nos récits de science-fiction, avec ses extraterrestres humanoïdes et ses civilisations parallèles à la nôtre, mais la vie telle qu'elle existe réellement, dans toute sa complexité chimique et biologique, dans toute sa fragilité face aux forces brutales de l'univers. La vie, du moins la seule forme de vie que nous connaissions, est un phénomène d'une sophistication presque miraculeuse. Chaque cellule de ton corps contient des milliards de molécules travaillant de concert dans une chorégraphie d'une précision stupéfiante. L'ADN qui encode tes gènes est une molécule si longue que si tu déroulais celui contenu dans une seule de tes cellules, il s'étendrait sur près de 2 mètres. Et pourtant, il est replié de façon si compacte qu'il tient dans un noyau cellulaire mesurant à peine quelques millionièmes de mètres de diamètre. Cette molécule se réplique elle-même avec une fidélité extraordinaire, ne commettant en moyenne qu'une erreur pour chaque milliard de bases copiées. Et lorsque des erreurs surviennent, des mécanismes de réparation sophistiqués les corrigent avant qu'elles ne puissent causer des dommages. Ce niveau de complexité ne s'est pas manifesté spontanément. Il est le résultat de près de 4 milliards d'années d'évolution sur notre planète. 4 milliards d'années de sélection naturelle, d'adaptations successives, de catastrophes et de renaissances. 4 milliards d'années pendant lesquelles des milliards d'organismes ont vécu, se sont reproduits et sont morts. Chacun contribuant une infime partie au grand édifice de la vie terrestre. Mais avant même que cette longue saga évolutive puisse commencer, quelque chose de véritablement extraordinaire a dû se produire. Quelque chose que les scientifiques appellent l'abiogenèse, la naissance de la vie à partir de la matière inerte. Et c'est peut-être ici, dans ce moment fondateur, que se cache la première grande barrière que toute planète doit franchir pour rejoindre le club cosmique des mondes habités. Imagine la Terre primitive. Il y a environ 4 milliards d'années. Ce n'était pas le monde bleu et vert que nous connaissons aujourd'hui. C'était un enfer de roches en fusion, bombardé continuellement par des astéroïdes et des comètes, avec une atmosphère irrespirable composée principalement de dioxyde de carbone, d'azote et de vapeur d'eau. Les océans venaient à peine de se former, encore chauds et acides, balayés par des tempêtes d'une violence inimaginable. La surface était constamment remodelée par une activité volcanique frénétique. Le Soleil lui-même était différent, plus faible qu'aujourd'hui, mais émettant des quantités bien plus importantes de rayonnement ultraviolet mortel. Et pourtant, dans cet environnement hostile, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Des molécules simples, des composés chimiques élémentaires, se sont assemblés en structures de plus en plus complexes. Des acides aminés se sont formés, puis se sont liés en chaînes pour créer des protéines primitives. Des nucléotides se sont combinés pour former les précurseurs de l'ARN et de l'ADN. Et à un moment donné, quelque part dans les sources hydrothermales des fonds océaniques
ou dans les mares chaudes des rivages volcaniques, une molécule a acquis la capacité de se reproduire elle-même. La vie était née. Ce scénario, aussi poétique qu'il puisse paraître, pose un problème fondamental que les scientifiques n'ont toujours pas résolu. Comment exactement la matière inerte peut-elle devenir vivante ? Quelle est la probabilité que cette transition se produise sur une planète donnée ? Est-ce un événement presque inévitable dès que les conditions chimiques appropriées sont réunies ? Ou s'agit-il d'un coup de chance cosmique d'une rareté prodigieuse ? Les expériences menées en laboratoire ont montré que les briques fondamentales de la vie peuvent se former spontanément dans des conditions simulant celles de la Terre primitive. L'expérience célèbre de Stanley Miller et Harold Urey en 1953 a démontré que des acides aminés pouvaient apparaître naturellement lorsque des mélanges de gaz simples étaient exposés à des décharges électriques simulant des éclairs. Depuis lors, des dizaines d'autres expériences ont produit des sucres, des bases azotées et même des chaînes courtes de nucléotides dans des conditions prébiotiques. Mais entre ces molécules simples et une cellule vivante capable de se reproduire et d'évoluer, il existe un gouffre immense que personne n'a encore réussi à franchir en laboratoire. Nous ne savons pas comment les premières membranes cellulaires se sont formées pour isoler les réactions chimiques internes de l'environnement extérieur. Nous ne savons pas comment le code génétique est apparu. Ce système arbitraire mais universel qui traduit les séquences de nucléotides en séquences d'acides aminés. Nous ne savons pas comment les premiers métabolismes ont émergé. Ces réseaux de réactions chimiques qui permettent aux organismes de puiser l'énergie de leur environnement. Ce que nous savons, c'est que sur Terre, la vie est apparue remarquablement vite. Les plus anciens fossiles microbiens connus datent d'environ 3,5 milliards d'années, soit seulement quelques centaines de millions d'années après que les conditions à la surface de la planète soient devenues suffisamment clémentes pour permettre l'existence d'eau liquide de façon stable. Certains scientifiques interprètent cette rapidité comme un signe que la biogénèse est un processus relativement facile, presque inévitable sur une planète possédant les bonnes conditions. D'autres soutiennent que nous ne pouvons tirer aucune conclusion statistique d'un seul exemple, et que nous avons peut-être simplement eu une chance extraordinaire. Mais même si la vie microbienne est commune dans l'univers, même si chaque planète possédant de l'eau liquide et une chimie carbonée appropriée développe tôt ou tard ses propres bactéries primitives, cela ne signifie pas que des civilisations technologiques suivront. Car entre une bactérie et un être capable de construire des radiotélescopes, il existe une chaîne d'innovation évolutive dont chacune pourrait représenter un obstacle presque insurmontable. Considère d'abord la transition vers les cellules eucaryotes, ces cellules complexes qui possèdent un noyau distinct et des organites spécialisés comme les mitochondries. Toutes les formes de vie multicellulaires, y compris toi qui écoutes ces mots, sont constituées de cellules eucaryotes. Mais sur Terre, cette transition a pris près de 2 milliards d'années pour se produire. Pendant plus de la moitié de l'histoire de la vie terrestre, seules des bactéries simples existaient. Les premières cellules eucaryotes ne sont apparues qu'il y a environ 2 milliards d'années, probablement par un événement d'endosymbiose, où une cellule primitive a englouti une autre cellule sans la digérer, les deux entités formant progressivement une association permanente. Cette transition ne semble s'être produite qu'une seule fois dans l'histoire de la vie terrestre. Toutes les cellules eucaryotes existantes descendent d'un ancêtre commun unique. Cela suggère que l'événement était extraordinairement improbable, un coup de chance qui aurait très bien pu ne jamais se produire. Ensuite vient la transition vers la vie multicellulaire. Les premiers organismes multicellulaires sont apparus il y a environ 600 millions d'années, après près de 3 milliards d'années de règne des organismes unicellulaires. Là encore, le délai est remarquable. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps ? Les avantages de la multicellularité semblent évidents. La spécialisation cellulaire, les tailles plus grandes, les comportements plus complexes. Pourtant, la transition s'est révélée exceptionnellement difficile. La multicellularité exige une coopération entre cellules, chaque cellule renonçant à sa reproduction individuelle au profit du bien de l'organisme entier. Elle nécessite des mécanismes de communication entre cellules, des systèmes de régulation empêchant les cellules de se diviser de façon anarchique, des programmes de différenciation transformant des cellules initialement identiques en types spécialisés comme les neurones, les muscles ou les cellules immunitaires. Chacun de ces mécanismes représente une innovation évolutive majeure, qui n'avait rien d'inévitable.
Puis, il y a l'émergence de l'intelligence, cette capacité cognitive qui nous permet de résoudre des problèmes nouveaux, de planifier pour l'avenir, de communiquer des idées abstraites. Sur Terre, des cerveaux véritablement développés ne sont apparus que très récemment à l'échelle de l'histoire de la vie. Les premiers animaux possédant quelque chose ressemblant à un système nerveux centralisé sont apparus il y a environ 500 millions d'années. Les premiers mammifères, il y a environ 200 millions d'années. Et les premiers primates dont l'intelligence approchait la nôtre, il y a seulement quelques millions d'années. L'intelligence telle que nous la concevons, cette capacité de raisonnement abstrait, de langage symbolique, de création technologique, n'est apparue qu'une seule fois sur notre planète, chez une seule lignée de primates africains. Il y a à peine quelques centaines de millions d'années. Malgré des milliards d'espèces ayant existé au cours de l'histoire terrestre, malgré des millions d'années d'évolution dans des environnements variés, une seule espèce a développé le type d'intelligence capable de contempler les étoiles et de se demander si quelqu'un d'autre les contemple également. Cela devrait nous faire réfléchir. Si l'intelligence était un avantage évolutif aussi puissant qu'on le suppose parfois, pourquoi n'est-elle pas apparue plus souvent ? Pourquoi les dauphins, avec leur cerveau massif et leur vie sociale complexe, n'ont-ils pas développé de technologie ? Pourquoi les corbeaux, capables d'utiliser des outils et de résoudre des problèmes complexes, n'ont-ils pas construit de civilisation ? Pourquoi les poulpes, dotés d'une intelligence remarquable et de tentacules manipulateurs, n'ont-ils pas colonisé les océans avec leur construction ? La réponse pourrait être que l'intelligence de type humain n'est pas simplement rare, elle est contingente. Elle dépend d'une combinaison particulière de facteurs anatomiques, écologiques et sociaux qui ne se reproduit pas facilement. Elle nécessite un corps capable de manipuler l'environnement avec précision, des mains préhensiles avec des pouces opposables. Elle requiert un mode de vie social favorisant la transmission culturelle des connaissances. Elle exige un environnement suffisamment stable pour permettre le développement de traditions technologiques sur des générations, mais suffisamment changeant pour exercer une pression sélective, favorisant la flexibilité cognitive. Et même lorsque tous ces facteurs sont réunis, le chemin vers une civilisation technologique reste semé d'embûches. Notre propre espèce, Homo sapiens, existe depuis environ 300 000 ans. Pendant la majeure partie de cette période, nous avons vécu comme des chasseurs-cueilleurs, utilisant des outils de pierre relativement simples. L'agriculture n'a été inventée qu'il y a environ 10 000 ans. L'écriture, il y a environ 5 000 ans. La science moderne, il y a à peine quelques siècles. La technologie capable de détecter ou d'envoyer des signaux radio interstellaires, il y a moins de 100 ans. Ce qui signifie que même si une espèce intelligente émerge, même si elle développe un langage et une culture, même si elle commence à utiliser des outils, rien ne garantit qu'elle franchira les étapes suivantes. Les révolutions agricoles, industrielles et technologiques ne sont pas des conséquences automatiques de l'intelligence. Elles dépendent de circonstances particulières, de la disponibilité de certaines ressources naturelles, de facteurs géographiques et climatiques, peut-être même du hasard. Il y a aussi la question de la stabilité planétaire sur le long terme. La Terre a bénéficié de conditions remarquablement favorables pendant des milliards d'années. Notre planète possède un champ magnétique puissant généré par un noyau de fer liquide en rotation, un bouclier invisible qui nous protège du vent solaire et préserve notre atmosphère de l'érosion spatiale. Elle possède une tectonique des plaques actives qui recycle le carbone entre l'atmosphère et le manteau, régulant le climat sur des échelles de temps géologiques. Elle possède une lune massive dont l'influence gravitationnelle stabilise l'inclinaison de notre axe de rotation, évitant des variations climatiques catastrophiques. Combien de planètes dans l'univers possèdent cette combinaison particulière de caractéristiques ? Combien de mondes ont un champ magnétique suffisant ? Combien ont une tectonique active ? Combien ont une lune stabilisatrice ? Chaque facteur supplémentaire que nous ajoutons à la liste des conditions nécessaires réduit le nombre de planètes candidates dans l'univers. Et nous n'avons même pas encore mentionné la position de notre système solaire dans la galaxie. Le Soleil orbite dans une région relativement calme de la Voie lactée, loin du centre galactique surpeuplé, où les interactions gravitationnelles entre étoiles sont fréquentes et où les explosions de supernovas sont plus communes. Nous sommes également situés entre les bras spiraux principaux de la galaxie,
évitant les régions de formation stellaire intense où les radiations seraient plus dangereuses. Cette position privilégiée n'est peut-être pas le fruit du hasard. Elle pourrait être une condition nécessaire pour qu'une civilisation technologique ait le temps d'émerger. Les étoiles situées trop près du centre galactique pourraient voir leur système planétaire perturbé trop fréquemment. Les planètes dans les régions de formation stellaire actives pourraient être stérilisées périodiquement par les explosions de supernovas voisines. Seules les étoiles dans une zone habitable galactique, analogue à la zone habitable circumstellaire, mais à l'échelle de la galaxie entière, pourraient offrir les conditions de stabilité nécessaires sur des milliards d'années. Nous devons aussi considérer le type d'étoile autour de laquelle la vie peut se développer. Le Soleil est une étoile de type G, une naine jaune relativement stable et longévive. Mais les étoiles de type G ne représentent qu'environ 7% des étoiles de la galaxie. Les étoiles les plus communes sont les naines rouges de type M, des étoiles bien plus petites et plus froides qui représentent environ 75% de la population stellaire. À première vue, les naines rouges sembleraient être d'excellentes candidates pour héberger des planètes habitables. Elles sont extraordinairement longévives, brûlant leur combustible nucléaire si lentement qu'elles peuvent rester stables pendant des dizaines de milliards d'années, bien plus longtemps que les 10 milliards d'années de vie estimées pour notre Soleil. Cela donnerait à la vie beaucoup plus de temps pour émerger et évoluer. Mais les naines rouges présentent quand même des problèmes sérieux. Leur zone habitable est beaucoup plus proche de l'étoile, ce qui signifie que les planètes dans cette zone sont probablement verrouillées par les forces de marée, présentant toujours la même face à leur étoile. Un hémisphère serait en jour perpétuel, brûlant sous un soleil rouge qui ne se couche jamais. L'autre serait en nuit éternelle, gelé dans une obscurité permanente. Seule une bande crépusculaire à la frontière entre les deux hémisphères pourrait potentiellement héberger des conditions clémentes. De plus, les naines rouges sont souvent des étoiles éruptives, sujettes à des explosions soudaines de rayonnement qui pourraient stériliser la surface de toute planète proche. Ces flares, comme on les appelle, peuvent être des milliers de fois plus puissants que les éruptions solaires les plus intenses et pourraient détruire l'atmosphère d'une planète habitée au fil du temps. Ces considérations astrophysiques, combinées aux difficultés biologiques de l'émergence et de l'évolution de la vie, commencent à dessiner un tableau beaucoup moins optimiste que celui présenté par l'équation de Drake dans son interprétation la plus enthousiaste. Chaque étape du chemin vers une civilisation technologique semble plus difficile que prévu. Chaque transition évolutive majeure semble plus contingente, plus dépendante de circonstances particulières, plus vulnérable aux accidents de l'histoire. Peut-être que la raison pour laquelle nous n'avons pas encore trouvé de vie intelligente n'est pas que les civilisations se cachent ou qu'elles ont choisi de nous ignorer. Peut-être que la raison est beaucoup plus simple et beaucoup plus dérangeante. Peut-être que les civilisations technologiques sont extraordinairement rares, parce que le chemin qui y mène est parsemé d'obstacles quasi insurmontables, et que nous sommes parmi les très rares à les avoir tous franchis. Et pourtant, malgré toutes ces difficultés que nous avons identifiées, malgré toutes ces barrières qui semblent rendre la vie intelligente improbable, une question demeure. Si la vie est si difficile à faire émerger, si l'intelligence est une anomalie cosmique, si les civilisations technologiques sont des miracles statistiques, alors pourquoi existons-nous ? Comment avons-nous réussi là où tant d'autres auraient dû échouer ? La réponse à cette question pourrait être simplement que nous avons eu une chance extraordinaire. Une chance qui ne se répète peut-être que très rarement dans l'immensité du cosmos. Une chance qui fait de nous non pas une espèce parmi d'autres, mais peut-être l'une des formes de vie les plus rares et les plus précieuses de l'univers entier. Ou peut-être que la réponse est tout autre. Peut-être que nous n'avons pas encore identifié toutes les barrières, tous les filtres, tous les dangers qui guettent les civilisations sur le chemin des étoiles. Peut-être que le plus grand obstacle n'est pas derrière nous, mais devant nous, attendant patiemment que nous l'atteignions. C'est cette possibilité terrifiante que nous allons explorer dans la suite de notre voyage. Car si les barrières que nous avons déjà franchies étaient redoutables, celles qui pourraient nous attendre sont peut-être bien plus mortelles encore. La science, dans son honnêteté fondamentale, doit admettre qu'elle ne possède pas de réponse définitive à ces questions. Nous ne savons pas si la vie est commune ou rare dans l'univers,
Nous ne savons pas si l'intelligence est une conséquence probable de l'évolution ou un accident improbable. Nous ne savons pas si les civilisations technologiques sont destinées à prospérer ou à s'éteindre. Ce que nous savons, c'est que malgré nos meilleurs efforts, malgré des décennies de recherche, malgré les instruments les plus sensibles jamais construits par l'humanité, le cosmos reste silencieux. Et ce silence est peut-être le message le plus important que l'univers puisse nous transmettre. Laisse-moi te parler maintenant de mondes réels, de planètes que nos télescopes ont véritablement découvertes, de ces endroits lointains où nous avons cru, pendant un instant, apercevoir les conditions propices à la vie. Car au-delà des théories et des probabilités, au-delà des équations et des estimations, il existe des cas concrets qui illustrent à quel point notre quête de vie extraterrestre se heurte à des obstacles que nous n'avions pas anticipés. En 2016, les astronomes ont annoncé une découverte qui a fait trembler la communauté scientifique. Une planète de taille terrestre orbitant dans la zone habitable de Proxima Centauri, l'étoile la plus proche du Soleil. Cette planète, baptisée Proxima Centauri b, se trouve à seulement 4 années-lumière de nous. À l'échelle cosmique, c'est notre voisine immédiate, si proche que nous pourrions théoriquement y envoyer une sonde dans quelques décennies avec les technologies que nous développons actuellement. L'excitation était palpable, une planète potentiellement habitable à portée de main. Un monde où l'eau liquide pourrait couler, où des formes de vie auraient pu émerger. Les titres des journaux proclamaient que nous avions peut-être trouvé une seconde Terre juste à côté de chez nous. Mais les études approfondies qui ont suivi ont douché cet enthousiasme initial. Proxima Centauri est une naine rouge, et comme je l'évoquais précédemment concernant ce type d'étoile, elle présente des caractéristiques problématiques. Des observations ultérieures ont révélé que Proxima Centauri b subit régulièrement des bombardements de rayonnements ultraviolets et de rayons X d'une intensité terrifiante. En mars 2017, une éruption stellaire massive a été détectée sur Proxima Centauri. Un événement qui aurait augmenté la luminosité de l'étoile de 1000 fois pendant quelques minutes. Si une atmosphère existait sur Proxima b, elle aurait été sévèrement endommagée par cet événement. Les calculs suggèrent que sur des échelles de temps géologiques, ces éruptions répétées auraient probablement dépouillé Proxima b de toute atmosphère significative. Sans atmosphère, pas d'eau liquide stable en surface. Sans eau liquide, pas de vie telle que nous la connaissons. Notre voisine la plus proche est probablement un désert irradié, un monde stérile battu par les vents stellaires de son étoile capricieuse. Le système TRAPPIST-1, découvert en 2017, a suscité une excitation encore plus grande. 7 planètes de taille terrestre orbitant autour d'une petite naine rouge ultra froide à 40 années-lumière de nous. 3 de ces planètes, TRAPPIST-1, F et G, se trouvent dans la zone habitable de leur étoile. 7 mondes si proches les uns des autres que depuis la surface de l'un d'eux. Les autres apparaîtraient dans le ciel, plus grands que notre Lune. Un système compact d'une beauté presque poétique, comme un mobile cosmique tournant lentement autour de son petit soleil rougeâtre. Les observations du télescope spatial, James Webb, ont depuis fourni des données cruciales sur ces mondes. Et les nouvelles ne sont pas encourageantes. TRAPPIST-1b, la planète la plus proche de l'étoile, semble dépourvue d'atmosphère significative. Les mesures de température suggèrent une surface nue, sans couverture atmosphérique pour redistribuer la chaleur. TRAPPIST-1c montre des signes similaires. Ces planètes, malgré leur taille terrestre et leur position dans un système apparemment prometteur, sont probablement des roches stériles, cuites par les radiations de leur étoile. Qu'en est-il des planètes plus éloignées, celles situées dans la zone habitable ? Les données sont encore incomplètes, mais les modèles suggèrent que même si ces planètes possèdent des atmosphères, celles-ci pourraient être très différentes de la nôtre. Des atmosphères dominées par le dioxyde de carbone ou la vapeur d'eau, créant des effets de serre incontrôlables. Des atmosphères trop minces pour protéger la surface des radiations stellaires. Des atmosphères sans oxygène libre, incompatibles avec la vie complexe telle que nous la connaissons. Kepler 442b était une autre candidate prometteuse. Située à environ 112 années-lumière dans la constellation de la Lyre, cette super-Terre orbite dans la zone habitable d'une naine orange légèrement plus petite que notre Soleil. Son indice de similarité avec la Terre
est parmi les plus élevés jamais calculés. Mais nous ne savons presque rien de sa composition atmosphérique, de la présence ou non d'eau, de son activité géologique. Elle pourrait être un paradis tempéré ou un enfer toxique, et nous n'avons actuellement aucun moyen de trancher. Le télescope spatial Kepler, pendant ses 9 années de service actif, a découvert plus de 2700 exoplanètes confirmées et identifié des milliers d'autres candidates. Parmi elles, des dizaines de planètes potentiellement rocheuses dans les zones habitables de leurs étoiles. Ces chiffres semblent impressionnants, mais ils révèlent aussi quelque chose de troublant. Sur ces milliers de planètes découvertes, nous n'avons pas trouvé une seule jumelle parfaite de la Terre. Pas une seule planète qui combine tous les paramètres que nous considérons comme essentiels. La bonne taille, la bonne distance de son étoile, le bon type d'étoile, la présence confirmée d'une atmosphère respirable, des signes d'eau liquide en surface, une activité géologique appropriée, un champ magnétique protecteur. Nous trouvons des planètes qui cochent en certaines de ces cases, mais jamais toutes, et chaque case non cochée représente une barrière potentielle à l'émergence de la vie. Il y a aussi le problème de ce que les astronomes appellent les faux positifs habitables. Une planète peut sembler prometteuse de loin tout en étant totalement inhospitalière de près. Venus en est l'exemple parfait. Notre planète sœur se trouve à la limite intérieure de la zone habitable du Soleil. Elle a presque la même taille que la Terre. Vue depuis un système stellaire lointain avec nos instruments actuels, Vénus pourrait sembler être une candidate idéale pour la vie. Mais nous savons ce qui se cache sous sa couverture nuageuse blanche. Une pression atmosphérique 90 fois supérieure à celle de la Terre. Des températures de surface avoisinant les 465 degrés Celsius, assez chaudes pour faire fondre le plomb. Des nuages d'acide sulfurique, des vents hurlants, un enfer chimique où aucune forme de vie connue ne pourrait survivre une seconde. Combien de ces planètes lointaines que nous cataloguons comme potentiellement habitables sont en réalité des venues déguisées? Combien de ces points lumineux prometteurs dans nos données cachent des mondes aussi hostiles? Nous ne le saurons pas avant d'avoir développé des instruments capables d'analyser leurs atmosphères en détail, et même alors, nous pourrions nous tromper. Mars offre un autre avertissement. Notre voisine rouge possédait autrefois de l'eau liquide en abondance. Des rivières coulaient à sa surface. Des lacs, peut-être même un océan, recouvraient ses basques terres. Pendant les premières centaines de millions d'années de son existence, Mars aurait pu être un monde habitable, peut-être même habité. Mais Mars était trop petite. Son noyau s'est refroidi trop vite. Son champ magnétique s'est éteint. Sans cette protection invisible, le vent solaire a lentement arraché son atmosphère, molécule par molécule, la dispersant dans l'espace. L'eau s'est évaporée, puis a été perdue dans le vide. Les températures ont chuté. La surface est devenue le désert glacé et irradié que nous connaissons aujourd'hui. Si la vie a jamais existé sur Mars, elle s'est probablement éteinte il y a des milliards d'années, où elle survit peut-être encore dans des refuges souterrains, sous forme de microbes endormis dans la roche gelée. Mais une civilisation martienne? Des êtres intelligents, contemplant un ciel rose et se demandant s'ils sont seuls? Non. Mars n'a jamais eu le temps. Ce destin martien pourrait être celui de nombreuses planètes dans l'univers. Des mondes qui ont commencé prometteurs, mais qui ont perdu leurs conditions habitables avant que la vie complexe n'ait eu le temps d'émerger. Des paradis temporaires transformés en enfers permanents par les caprices de la géologie et de l'astrophysique. Et c'est ici que notre récit prend un tournant plus sombre. Car au-delà des difficultés inhérentes à l'émergence de la vie, au-delà des barrières chimiques et géologiques que nous avons explorées, il existe dans l'univers des forces d'une violence inimaginable. Des phénomènes capables de stériliser des planètes entières en quelques secondes. Des cataclysmes cosmiques contre lesquels aucune technologie ne peut offrir de protection. L'univers, malgré la beauté sereine qu'il nous présente lors des nuits étoilées, est un endroit extraordinairement dangereux. Un champ de tir cosmique où les projectiles mortels voyagent à des vitesses inconcevables et où les explosions libèrent plus d'énergie en une seconde que notre Soleil n'en produira pendant toute son existence. Commençons par les astéroïdes et les comètes, ces vagabonds du système solaire qui ont façonné l'histoire de la vie sur Terre de façon souvent brutale. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde d'environ 10 km de diamètre
a frappé ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan au Mexique. L'impact a libéré une énergie équivalente à plusieurs milliards de bombes atomiques. Des tsunamis de plusieurs centaines de mètres de haut ont balayé les côtes. Des incendies ont ravagé les continents. Un nuage de poussière et de débris a obscurci le soleil pendant des années, provoquant un hiver d'impact qui a effondré les chaînes alimentaires mondiales. 75% de toutes les espèces vivantes ont disparu, y compris les dinosaures non-aviens qui avaient dominé la Terre pendant 150 millions d'années. Si cet astéroïde était arrivé quelques minutes plus tôt ou plus tard, il aurait frappé l'océan profond plutôt que les dépôts de soufre du Yucatan. Et les conséquences auraient peut-être été moins sévères. Les dinosaures auraient peut-être survécu. Les mammifères seraient peut-être restés de petites créatures nocturnes se cachant dans les terriers. Et les primates qui allaient un jour devenir nous n'auraient peut-être jamais eu l'occasion d'évoluer. Notre existence même est le produit d'un hasard cosmique, d'une roche spatiale, arrivant au bon endroit, au bon moment, pour éliminer nos concurrents évolutifs. Cette pensée devrait être à la fois humiliante et terrifiante, car les impacts cosmiques ne sont pas des événements du passé lointain, ils continuent de se produire. En février 2013, un météore d'environ 20 mètres de diamètre a explosé au-dessus de la ville de Tcheliabinsk en Russie. L'onde de choc a brisé des fenêtres sur des centaines de kilomètres carrés, blessant plus de 1500 personnes. L'énergie libérée était équivalente à environ 500 kilotonnes de TNT, 30 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima. Et nous ne l'avions pas vu venir. Cet objet est arrivé de la direction du Soleil, aveuglant nos télescopes de surveillance. Si le météore avait été légèrement plus grand, s'il avait frappé directement une zone urbaine plutôt que d'exploser en altitude, les conséquences auraient pu être catastrophiques. Les estimations suggèrent qu'un objet de la taille de celui de Tcheliabinsk frappe la Terre en moyenne tous les 50 à 100 ans. Un objet assez grand pour dévaster une ville majeure, tous les 1000 ans environ. Un objet capable de provoquer une extinction de masse, tous les 100 millions d'années. Ces probabilités peuvent sembler rassurantes à l'échelle d'une vie humaine, mais à l'échelle de temps nécessaire pour développer une civilisation technologique, elles deviennent terrifiantes. Une planète sans une lune massive comme la nôtre pour dévier gravitationnellement certains de ses projectiles subirait un bombardement encore plus intense. Une planète dans un système solaire plus encombré, avec plus de débris orbitaux, serait encore plus vulnérable. Combien de biosphères prometteuses ont été anéanties par des impacts avant que la vie complexe n'ait eu le temps d'émerger? Nous ne le saurons jamais. Mais les impacts cosmiques, aussi dévastateurs soient-ils, ne sont que des menaces locales comparées aux véritables monstres de l'univers violent. Considère les supernovae, ces explosions stellaires d'une puissance difficile à concevoir. Lorsqu'une étoile massive épuise son combustible nucléaire, son cœur s'effondre sur lui-même en une fraction de seconde. L'énergie gravitationnelle libérée par cet effondrement provoque une explosion qui, pendant quelques semaines, peut briller plus intensément que des milliards d'étoiles combinées. Une seule supernova peut éclipser la galaxie entière qui la contient. L'énergie libérée est proprement inimaginable. Environ 10 puissance 44 joules en quelques secondes. Pour mettre ce chiffre en perspective, c'est plus d'énergie que le Soleil n'en produira pendant les 10 milliards d'années de sa vie entière, compressée en un instant aveuglant. Cette explosion projette dans l'espace des quantités massives de rayonnement de haute énergie, rayons gamma, rayons X, particules cosmiques accélérées à des vitesses proches de celles de la lumière. Si une supernova se produisait suffisamment près de la Terre, ces radiations pourraient être mortelles pour la vie. Les calculs suggèrent qu'une supernova à moins de 30 années-lumière pourrait causer des dommages significatifs à notre biosphère. Les rayonnements de haute énergie détruiraient une partie de la couche d'ozone, exposant la surface terrestre à des niveaux dangereux de rayonnement ultraviolet solaire. Le plancton océanique, base de nombreuses chaînes alimentaires, serait particulièrement vulnérable. Des extinctions de masse pourraient s'ensuivre. Heureusement, il n'y a actuellement aucune étoile suffisamment massive et suffisamment proche du Soleil pour représenter une menace imminente. Bételgeuse, la géante rouge visible dans la constellation d'Orion, explosera probablement en supernova dans les prochaines centaines de milliers d'années.
mais elle se trouve à environ 700 années-lumière, bien au-delà de la zone de danger. Cependant, au cours des milliards d'années d'histoire de la vie terrestre, notre système solaire a voyagé à travers différentes régions de la galaxie. Il est statistiquement probable que plusieurs supernovae se soient produites suffisamment près de nous pour avoir des effets biologiques. Certains scientifiques ont proposé que des extinctions passées, comme celle de la fin de l'Ordovicien il y a 445 millions d'années, pourraient avoir été déclenchées ou aggravées par une supernova proche. Et les supernovas ne sont même pas les événements les plus violents de l'univers. Il existe quelque chose de bien pire, quelque chose de si destructeur que même à des distances de milliers d'années-lumière, il pourrait mettre fin à toute vie sur une planète. Les sursauts gamma, ou gamma ray bursts en anglais, sont les explosions les plus énergétiques connues dans l'univers depuis le Big Bang. Ces événements se produisent lorsqu'une étoile supermassive s'effondre pour former un trou noir, ou lorsque deux étoiles à neutrons fusionnent après des millions d'années de spirales gravitationnelles. L'énergie libérée est focalisée en deux jets étroits qui jaillissent des pôles de l'objet effondrant, comme les faisceaux d'un phare cosmique. Si l'un de ces jets est pointé dans notre direction, nous recevons en quelques secondes plus de rayons gamma qu'une étoile normale n'en émet pendant toute son existence. L'énergie d'un sursaut gamma typique, concentrée dans ces jets, équivaut à convertir plusieurs masses solaires en pure énergie électromagnétique. Un sursaut gamma proche, à quelques milliers d'années-lumière, et pointé vers nous, pourrait avoir des conséquences apocalyptiques. L'atmosphère terrestre serait ionisée. La couche d'ozone serait complètement détruite. Une pluie de radiation mortelle frapperait la surface. Selon certaines estimations, un tel événement pourrait stériliser la moitié de la biosphère en quelques minutes. Et contrairement aux astéroïdes, nous ne pouvons pas voir venir un sursaut gamma. La lumière visible et les rayons gamma voyagent à la même vitesse. Le premier signe d'un sursaut serait le sursaut lui-même. Pas d'avertissement, pas de préparation possible. Juste une vague de mort invisible arrivant à la vitesse de la lumière. Ces événements sont rares, heureusement. On estime qu'un sursaut gamma dangereux ne se produit dans notre voisinage galactique qu'une fois tous les plusieurs centaines de millions d'années. Mais sur les milliards d'années nécessaires à l'évolution d'une vie intelligente, les probabilités s'accumulent. Combien de civilisations naissantes ont été effacées par ces phares mortels, sans jamais savoir ce qui les avait frappés? L'univers n'est pas bienveillant. Il n'est pas malveillant non plus. Il est simplement indifférent. Et cette indifférence se manifeste parfois par une violence qui dépasse notre entendement. Des forces capables d'anéantir des mondes entiers sans laisser de traces, sans raison particulière, simplement parce que les lois de la physique le permettent. Et nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne l'avons jamais été. Nous existons dans un intervalle de calme relatif, profitant d'une accalmie temporaire dans le bombardement cosmique permanent. Mais cette accalmie ne durera pas éternellement. La question n'est pas de savoir si un événement catastrophique frappera la Terre, mais quand, et lorsqu'il se produira, serons-nous suffisamment avancés technologiquement pour nous protéger ou pour avoir essaimé vers d'autres mondes? Ou bien rejoindrons-nous le silence cosmique, une civilisation de plus disparue, sans laisser de signal détectable pour ceux qui pourraient venir nous chercher? Au-delà des supernovae et des sursauts gamma, l'univers recèle d'autres monstres dont la puissance destructrice défie notre imagination. Des entités cosmiques capables de dévorer des étoiles entières, de déformer l'espace-temps lui-même, de transformer la matière en pure énergie avec une efficacité que nos technologies ne pourront jamais égaler. Les trous noirs représentent peut-être les objets les plus terrifiants de l'univers connu. Ces régions où la gravité est si intense que même la lumière ne peut s'en échapper. Ces puits s'enfont dans le tissu de la réalité. Ces vestiges ultimes des étoiles les plus massives. Un trou noir stellaire typique, formé par l'effondrement d'une étoile géante, possède une masse équivalente à plusieurs fois celle de notre Soleil, compressée dans un volume si petit que les lois de la physique telles que nous les comprenons cessent de s'appliquer en son centre. Mais les trous noirs stellaires ne sont que des nains comparés aux véritables titans cosmiques. Au centre de la plupart des galaxies, y compris la nôtre, se tapissent des trous noirs supermassifs, dont la masse peut atteindre des milliards de fois celle du Soleil. Sagittarius, à étoile
Le trou noir au cœur de la Voie lactée pèse environ 4 millions de masses solaires. Son horizon des événements, cette frontière au-delà de laquelle rien ne peut revenir, s'étend sur environ 24 millions de kilomètres de diamètre. En avril 2019, l'humanité a pour la première fois contemplé l'image directe d'un trou noir supermassif. Le télescope Event Horizon, un réseau de radiotélescopes répartis sur toute la surface de la Terre, fonctionnant de concert comme un instrument unique de la taille de notre planète, a capturé l'ombre du trou noir au centre de la galaxie M87, située à 55 millions d'années-lumière de nous. Ce monstre cosmique possède une masse de 6 milliards et demi de masses solaires. Son horizon des événements est si vaste que notre système solaire entier pourrait y tenir plusieurs fois. Lorsque de la matière tombe vers un trou noir supermassif, elle ne disparaît pas immédiatement. Elle s'accumule d'abord dans un disque d'accrétion, une spirale de gaz et de poussière chauffée à des millions de degrés par les forces de friction et de compression. Ce disque brille avec une intensité fantastique, émettant des quantités prodigieuses de rayonnement à travers tout le spectre électromagnétique. Un trou noir supermassif activement alimenté peut éclipser la lumière combinée de toutes les étoiles de sa galaxie hôte, créant ce que nous appelons un quasar. Les quasars sont parmi les objets les plus lumineux de l'univers. Le quasar le plus brillant connu, nommé J05294351 et découvert en 2024, brille avec une luminosité équivalente à 500 billions de soleils, 500 000 milliards d'étoiles comme la nôtre. Toute cette énergie provenant d'un seul trou noir dévorant l'équivalent d'un soleil par jour. L'imagination vacille face à de tels chiffres. Ces moteurs cosmiques projettent également des jets de particules, à des vitesses proches de celles de la lumière, s'étendant sur des centaines de milliers d'années-lumière dans l'espace intergalactique. Ces jets transportent assez d'énergie pour stériliser tout système planétaire sur leur passage. Une civilisation malchanceuse, située dans la trajectoire d'un tel jet, serait balayée sans avertissement, ces planètes baignées dans un flux de particules relativistes et de rayonnements mortels. Heureusement, Sagittarius A étoile est actuellement relativement calme. Il consomme très peu de matière et ne produit pas de jets puissants. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Des études des bulles de Fermi, deux structures géantes de rayons gamma s'étendant de part et d'autre du plan galactique, suggèrent que notre trou noir central a connu des épisodes d'activité intense dans un passé relativement récent, peut-être il y a seulement quelques millions d'années. Si Sagittarius A étoile devait se réactiver, si un nuage de gaz massif ou une étoile malchanceuse devait tomber dans son étreinte gravitationnelle, les conséquences pour la vie dans les régions centrales de la galaxie pourraient être catastrophiques. Nous sommes situés à environ 26 000 années-lumière du centre galactique, suffisamment loin pour être relativement protégés. Mais des civilisations plus proches du cœur de la Voie lactée n'auraient peut-être pas cette chance. Et les trous noirs ne sont pas les seuls cadavres stellaires dangereux. Les étoiles à neutrons, ces noyaux ultra-denses laissés par les supernovas d'étoiles moins massives, présentent leurs propres menaces. Une étoile à neutrons typique concentre une masse supérieure à celle du Soleil dans une sphère d'à peine 20 km de diamètre. Une cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèserait environ 1 milliard de tonnes sur Terre. Certaines étoiles à neutrons possèdent parfois des champs magnétiques d'une intensité inimaginable, des billions de fois plus puissants que le champ magnétique terrestre. Ces objets, appelés magnétars, sont les aimants les plus puissants de l'univers. Leurs champs magnétiques sont si intenses qu'ils déforment les atomes eux-mêmes, étirant les nuages électroniques en forme allongée le long des lignes de champ. Les magnétars sont instables. Ils subissent périodiquement des séismes stellaires, des réarrangements soudains de leur croûte cristalline qui libèrent des quantités fantastiques d'énergie sous forme de rayons gamma et de rayons X. Le 27 décembre 2004, un magnétar nommé SGR 1806-20, situé à environ 50 000 années-lumière de la Terre, a subi un tel séisme. En 0,2 de seconde, il a libéré plus d'énergie que notre Soleil n'en émet en 250 000 ans. Cette éruption a été détectée par pratiquement tous les satellites d'observation en rayons gamma et rayons X en orbite terrestre.
elle a ionisé la haute atmosphère de notre planète et perturbé les communications radio pendant plusieurs minutes. Et cela depuis une distance de 50 000 années-lumière. Si un magnétar se trouvait à quelques années-lumière seulement, une telle éruption pourrait causer des dommages biologiques significatifs. Les pulsars, ces étoiles à neutrons en rotation rapide qui émettent des faisceaux de rayonnement comme des phares cosmiques, présentent des dangers similaires. Certains pulsars tournent des centaines de fois par seconde, leur surface se déplaçant à des fractions significatives de la vitesse de la lumière. Les champs magnétiques intenses et la rotation rapide accélèrent pour des particules à des énergies extrêmes, créant des vents de particules relativistes qui balayent l'espace environnant. Une planète orbitant trop près d'un pulsar serait bombardée continuellement par ces particules de haute énergie. Son atmosphère serait ionisée et progressivement arrachée. Sa surface serait stérilisée par les radiations. Pourtant, en 1992, les astronomes ont découvert les premières planètes extrasolaires confirmées en orbite autour du pulsar PSR, BULAWA 57+12. Ces mondes existent, mais ils sont certainement des déserts irradiés, témoins muets de la violence de leur étoile morte. Notre propre étoile, le Soleil, bien que beaucoup plus paisible que ces monstres stellaires, n'est pas sans danger. Le Soleil est une sphère de plasma en fusion, traversée par des champs magnétiques complexes qui s'en mêlent, se tordent et parfois se libèrent dans des explosions spectaculaires. Les éruptions solaires sont des libérations soudaines d'énergie magnétique à la surface du Soleil, accompagnées de jets de plasma et de particules de haute énergie. Les plus puissantes peuvent projeter des milliards de tonnes de matière dans l'espace à des vitesses de plusieurs millions de kilomètres par heure. Ces éjections de masse coronale, comme on les appelle, voyagent à travers le système solaire et peuvent frapper la Terre en quelques jours. L'événement de Carrington, survenu en septembre 1859, reste la plus puissante tempête géomagnétique jamais enregistrée. Une éjection de masse coronale massive a frappé la Terre, créant des aurores boréales visibles jusqu'à Cuba et Hawaï. Les lignes télégraphiques, la seule infrastructure électrique de l'époque, ont été gravement perturbées. Certains opérateurs ont rapporté avoir reçu des chocs électriques de leurs équipements. D'autres ont pu continuer à transmettre des messages même après avoir débranché leur batterie. Le courant induit par la tempête géomagnétique suffisant à alimenter les systèmes. Si un événement comparable se produisait aujourd'hui, les conséquences seraient catastrophiques. Notre civilisation dépend d'un réseau complexe d'infrastructures électriques et électroniques qui serait extrêmement vulnérable. Les courants géomagnétiques induits pourraient en surcharger et détruire les transformateurs des réseaux électriques. Les satellites en orbite pourraient être endommagés ou détruits. Les communications radio seraient interrompues. Les systèmes GPS cesseraient de fonctionner. Une étude de la Lloyd's de Londres et de l'Atmospheric and Environmental Research a estimé qu'une tempête de l'ampleur de l'événement de Carrington pourrait causer des dommages économiques de 1000 à 2000 milliards de dollars aux États-Unis seulement, avec des pannes électriques potentielles durant des mois, voire des années dans les régions les plus touchées. Des millions de personnes pourraient se retrouver sans électricité, sans chauffage, sans eau courante, sans moyens de communication, dans une société qui a oublié comment fonctionner sans ces technologies. En juillet 2012, une éjection de masse coronale d'une puissance comparable à celle de l'événement de Carrington a été émise par le Soleil. Par pure chance, elle était dirigée dans une direction différente de celle de la Terre. Si elle nous avait frappés, notre civilisation technologique aurait pu être paralysée pendant des années. Nous avons évité cette catastrophe par quelques jours de rotation solaire, le hasard des orientations orbitales. Les scientifiques estiment qu'il y a environ 12% de chances qu'une tempête de classe Carrington frappe la Terre dans les 10 prochaines années. Ce n'est pas une possibilité lointaine. C'est une menace imminente que notre civilisation n'est pas préparée à affronter. Mais les menaces ne viennent pas seulement des étoiles et de leurs cadavres. L'espace lui-même est un environnement hostile, traversé en permanence par des rayons cosmiques, ces particules de haute énergie accélérées par les explosions de supernovas, les trous noirs actifs et d'autres phénomènes violents à travers la galaxie. Ces particules voyagent à des vitesses proches de celles de la lumière, transportant parfois l'énergie cinétique d'une balle de tennis lancée à grande vitesse concentrée dans un seul noyau atomique. Lorsqu'elles frappent l'atmosphère terrestre,
elles déclenchent des cascades de particules secondaires qui atteignent la surface. Lorsqu'elles frappent un organisme vivant, elles peuvent endommager l'ADN et provoquer des mutations ou des cancers. Sur Terre, nous sommes relativement protégés par notre atmosphère épaisse et par notre champ magnétique qui dévie les particules chargées. Mais dans l'espace, les astronautes sont exposés à des doses de radiation bien plus élevées. Un voyage vers Mars, avec les technologies actuelles, exposerait les astronautes à des niveaux de radiation proches des limites de sécurité acceptables pour toute une carrière. Une tempête solaire survenant pendant le voyage pourrait être mortelle sans une protection adéquate. Et les rayons cosmiques galactiques, ces particules provenant de l'extérieur du système solaire, sont encore plus difficiles à bloquer. Les protections traditionnelles, qui fonctionnent en absorbant les particules, peuvent paradoxalement aggraver le problème en créant des gerbes de particules secondaires tout aussi dangereuses. Pour une civilisation cherchant à s'étendre vers les étoiles, ces radiations représentent un obstacle majeur. Les voyages interstellaires, qui dureraient des années, des décennies, voire des siècles, exposeraient les voyageurs à des doses cumulatives de radiation potentiellement létales. Des solutions existent en théorie, des boucliers magnétiques artificiels, des coques de vaisseaux contenant de l'eau ou d'autres matériaux absorbants. Mais chaque solution ajoute de la masse et de la complexité, rendant le voyage encore plus difficile. Peut-être que c'est pour cette raison que nous ne détectons pas de vaisseaux interstellaires traversant la galaxie. Peut-être que la radiation cosmique constitue une barrière que les civilisations technologiques ont du mal à franchir. Non pas parce que le voyage est impossible, mais parce qu'il est si dangereux et si coûteux que peu de civilisations choisissent de l'entreprendre. Au-delà des radiations, il y a la violence gravitationnelle de l'univers. Les galaxies ne sont pas des îles isolées, flottant paisiblement dans le vide. Elles interagissent, se frôlent, entrent en collision. Et lorsque des galaxies se rencontrent, les conséquences sont spectaculaires. Notre propre galaxie, la Voie lactée, est actuellement en train de dévorer plusieurs galaxies naines plus petites. Les restes de ces victimes cosmiques sont visibles sous forme de courants stellaires, des filaments d'étoiles arrachés à leur galaxie d'origine et s'étirant à travers le halo galactique. La galaxie naine du Sagittaire est en ce moment même en train d'être déchirée par les forces de marée de la Voie lactée, ces étoiles se dispersant progressivement dans notre galaxie. Mais un événement bien plus dramatique nous attend. Dans environ 4,5 milliards d'années, la Voie lactée entrera en collision avec la galaxie d'Andromède, notre grande voisine spirale, située actuellement à 2,5 millions d'années-lumière. Les deux galaxies s'approchent l'une de l'autre à une vitesse d'environ 400 km par seconde. Lorsqu'elles se rencontreront, les deux spirales se déformeront mutuellement sous l'effet des forces de marée gravitationnelles. Des bras spiraux seront arrachés et projetés dans l'espace intergalactique. Des milliards d'étoiles seront déplacées de leurs orbites originales. Les deux trous noirs supermassifs centraux finiront par fusionner après des milliards d'années de danse gravitationnelle, libérant des ondes gravitationnelles d'une puissance colossale. Les simulations montrent que le Soleil, s'il existe encore à cette époque, pourrait être éjecté vers les régions extérieures de la galaxie fusionnée, ou même projeté dans l'espace intergalactique. Notre système solaire deviendrait alors un vagabond cosmique, errant dans le vide entre les galaxies, loin de toute autre étoile. Bien sûr, dans 4 milliards d'années, le Soleil lui-même sera en train de se transformer en géante rouge, engloutissant peut-être Mercure et Vénus, rendant la Terre inhabitable. Cette collision galactique ne nous menace pas directement, mais elle nous rappelle que même les structures les plus vastes de l'univers ne sont pas permanentes. Même les galaxies naissent, vivent et meurent, ou du moins se transforment au-delà de toute reconnaissance. Et il y a les vagabonds, les planètes errantes, ces mondes qui ont été éjectés de leur système solaire d'origine par des interactions gravitationnelles avec d'autres planètes ou des étoiles de passage. Ces planètes orphelines dérivent seules dans l'obscurité interstellaire, sans étoiles pour les réchauffer, sans lumière pour les illuminer. Les estimations suggèrent qu'il pourrait y avoir des milliards de planètes errantes dans notre galaxie, peut-être plus nombreuses que les planètes en orbite autour d'étoiles. Ces mondes glacés et sombres traversent l'espace silencieusement, invisibles à nos télescopes, sauf dans de rares circonstances lorsqu'ils passent devant une étoile lointaine et trahissent leur présence par un léger effet de lentille gravitationnelle.
Si une planète errante de grande taille traversait notre système solaire, les conséquences seraient imprévisibles. Les orbites des planètes pourraient être perturbées. Des astéroïdes et des comètes pourraient être déviés vers le système interne. Dans le pire des cas, la Terre elle-même pourrait être éjectée de son orbite, condamnée à dériver dans le froid interstellaire. Ces rencontres sont extrêmement rares, si rares qu'elles n'ont probablement jamais affecté notre système solaire depuis sa formation. Mais à l'échelle de la galaxie, elles se produisent. Des systèmes planétaires sont perturbés, des mondes habitables sont perdus dans le vide, des biosphères prometteuses sont condamnées au gel éternel. L'univers est un endroit violent, capricieux, indifférent à la vie qui tente d'émerger en son sein. Et nous n'avons abordé que les menaces extérieures à notre planète. Nous n'avons pas encore parlé des dangers qui pourraient venir de l'intérieur. Des menaces que les civilisations technologiques pourraient se créer elles-mêmes. Car si le grand filtre existe, s'il y a vraiment une barrière qui empêche les civilisations d'atteindre les étoiles, cette barrière pourrait ne pas être astronomique du tout. Elle pourrait être sociale, technologique, psychologique. Elle pourrait être inscrite dans la nature même de toute espèce suffisamment intelligente pour développer des technologies avancées. Cette possibilité est peut-être la plus troublante de toutes, car elle suggérerait que le danger le plus grand pour notre civilisation ne viendrait pas des étoiles lointaines ou des cataclysmes cosmiques, mais de nous-mêmes. Le silence du cosmos pourrait être le silence de civilisations qui se sont autodétruites avant d'avoir pu laisser leur marque sur la galaxie. Des espèces qui ont développé des technologies puissantes sans développer la sagesse nécessaire pour les utiliser de façon responsable. Des sociétés qui ont succombé à leurs propres conflits internes, à leurs propres armes de destruction, à leurs propres erreurs technologiques. Et si cette hypothèse est correcte, alors le grand filtre ne serait pas seulement une curiosité astronomique. Il serait un miroir nous renvoyant notre propre image, un avertissement que nous ferions bien de prendre au sérieux. Mais avant d'explorer cette possibilité sombre, laisse les images de cette violence cosmique flotter dans ton esprit. Ces explosions d'une puissance inconcevable, ces trous noirs dévorant des étoiles entières, ces tempêtes magnétiques capables de paralyser une civilisation, ces vagabonds interstellaires errant dans le vide. L'univers n'a pas été créé pour nous. Il n'a pas été conçu pour être hospitalier. Il est simplement ce qu'il est. Un océan d'espace-temps traversé par des forces qui nous dépassent complètement. Et quelque part dans cette immensité hostile, nous existons. Fragiles, éphémères, mais conscients. Capables de contempler ces merveilles terrifiantes et de nous demander ce qu'elles signifient. C'est peut-être cela le véritable mystère. Non pas pourquoi l'univers est silencieux, mais comment nous avons réussi à exister assez longtemps pour poser la question. Nous avons traversé ensemble les gouffres de l'espace et du temps. Nous avons contemplé les forces titanesques qui façonnent l'univers. Nous avons mesuré les obstacles quasi insurmontables qui séparent la matière inerte de la conscience. Maintenant, il est temps de nous tourner vers l'intérieur, vers nous-mêmes, vers ce que tout cela signifie pour cette étrange espèce de primate qui a développé la capacité de se poser des questions sur sa propre existence. Car au-delà des données scientifiques, au-delà des probabilités et des équations, au-delà des catastrophes cosmiques et des barrières évolutives, il y a une question qui hante l'humanité depuis qu'elle a commencé à réfléchir. Une question simple en apparence mais vertigineuse dans ses implications. Quelle est notre place dans tout cela ? Le philosophe français Blaise Pascal, au XVIIe siècle, écrivait déjà sur le vertige que provoque la contemplation de l'univers. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, notait-il dans ses pensées. Pascal ne connaissait pas l'existence des galaxies. Il ne savait pas que l'univers avait des milliards d'années-lumière d'extension. Il ne pouvait pas imaginer les trous noirs ou les sursauts gamma. Et pourtant, il avait déjà perçu l'essentiel. Face à l'immensité du cosmos, l'être humain se retrouve confronté à sa propre insignifiance. Mais sommes-nous vraiment insignifiants ? La réponse à cette question dépend entièrement de la façon dont nous choisissons de regarder notre situation. D'un point de vue purement physique, nous sommes effectivement négligeables. La Terre est un grain de poussière orbitant autour d'une étoile ordinaire dans la banlieue d'une galaxie parmi des billions d'autres. Si l'univers observable était représenté par l'océan Pacifique,
notre planète entière ne serait même pas visible à l'œil nu. Elle serait perdue quelque part dans cette immensité liquide, plus petite qu'un atome comparé à la masse d'eau qui l'entoure. L'histoire humaine entière, depuis les premiers outils de pierre jusqu'aux stations spatiales en orbite, ne représente qu'un clin d'œil à l'échelle cosmique. L'univers existe depuis 13 milliards 800 millions d'années. Les humains modernes existent depuis environ 300 000 ans. Si l'histoire de l'univers était compressée en une seule année, avec le Big Bang au 1er janvier à minuit, l'humanité entière n'apparaîtrait que dans les dernières secondes du 31 décembre. Toute notre civilisation, tous nos empires, toutes nos guerres et nos œuvres d'art, tout cela se serait déroulé en moins d'un battement de cœur cosmique. Cette perspective est humiliante. Elle nous rappelle que l'univers n'a pas été créé pour nous, qu'il ne tourne pas autour de nos préoccupations, qu'il existait avant nous et continuera d'exister longtemps après notre disparition. Que nous développions une civilisation interstellaire ou que nous nous éteignions demain, les étoiles continueront de briller, les galaxies continueront de tourner et l'univers continuera son expansion silencieuse vers un futur que nous ne verrons jamais. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Une perspective qui transforme notre insignifiance apparente en quelque chose de profondément significatif. Nous sommes faits de poussière d'étoiles. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est un fait scientifique littéral. Les atomes qui composent ton corps, le carbone de tes cellules, l'oxygène que tu respires, le fer de ton sang, le calcium de tes os. Tous ces éléments ont été forgés dans le cœur d'étoiles massives qui ont explosé il y a des milliards d'années. Tu es littéralement constitué de débris stellaires, de fragments d'astres morts depuis longtemps, réassemblés en une configuration capable de penser et de conscience. Et cette conscience, cette capacité de percevoir et de comprendre l'univers, est peut-être la chose la plus rare et la plus précieuse qui existe. Pendant des milliards d'années, l'univers a existé sans personne pour le contempler. Des étoiles ont brillé sans que personne ne les voie. Des galaxies ont tourné sans que personne ne les admire. Des supernovas ont explosé dans une solitude absolue, leur lumière voyageant à travers le vide pour ne jamais atteindre un œil capable de l'apprécier. Puis, sur au moins une petite planète dans une banlieue galactique sans distinction, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La matière a développé la capacité de se contempler elle-même. L'univers a ouvert les yeux. Des êtres sont apparus qui pouvaient regarder les étoiles et se demander d'où elles venaient. Qui pouvait mesurer les distances interstellaires et calculer l'âge du cosmos? Qui pouvait reconstituer l'histoire de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui? Nous sommes le moyen par lequel l'univers prend conscience de lui-même. Cette phrase, attribuée à l'astronome Carl Sagan, capture quelque chose de profond sur notre condition. Nous ne sommes pas séparés de l'univers, nous en faisons partie. Nous sommes l'univers qui se regarde dans un miroir, qui s'émerveille de sa propre existence, qui cherche à comprendre ses propres lois. Si nous sommes véritablement seuls, si aucune autre forme de vie consciente n'existe dans le cosmos, alors cette capacité de contemplation et de compréhension est unique. Nous serions le seul endroit dans ces billions de galaxies où l'univers a produit des êtres capables de l'apprécier. La seule île de conscience dans un océan d'existence aveugle. Cette possibilité devrait nous emplir d'un sentiment de responsabilité vertigineux. Car si nous disparaissons, si notre civilisation s'éteint sans laisser de descendants parmi les étoiles, alors cette conscience disparaîtrait avec nous. L'univers retournerait à son état initial, existant mais non perçu, tournant mais non compris, magnifique mais non admiré. Le philosophe Thomas Nagel a exploré cette question dans son essai célèbre sur ce que cela fait d'être une chauve-souris. Il y argumente que la conscience subjective, l'expérience d'être quelque chose plutôt que rien, est irréductible aux explications physiques. Nous pouvons décrire tous les processus neurologiques qui se produisent dans un cerveau humain, mais cela ne capture pas ce que c'est d'avoir une expérience consciente, de voir du rouge, de ressentir de la douleur, d'être amoureux. Cette qualité subjective de l'existence, ce que les philosophes appellent les qualia, pourrait être la chose la plus mystérieuse de l'univers. Nous ne comprenons pas comment la matière ordinaire, des atomes et des molécules obéissant aux lois de la physique, peut donner naissance à une expérience subjective.
Le problème difficile de la conscience, comme l'a nommé le philosophe David Chalmers, reste sans solution. Et si cette conscience est rare, si elle ne se produit que dans des circonstances extraordinairement spécifiques, alors sa disparition serait une perte cosmique d'une magnitude incalculable. Non pas parce que quelqu'un serait là pour la regretter, mais parce qu'elle représenterait la fin de la seule fenêtre par laquelle l'univers pouvait se percevoir lui-même. Mais peut-être que cette perspective est trop anthropocentrique. Peut-être que nous projetons notre propre importance sur un cosmos qui n'en a cure. Peut-être que la conscience n'est pas aussi spéciale que nous le pensons, et que l'univers peut très bien exister sans être contemplé par quiconque. Le philosophe existentialiste Jean-Paul Sartre soutenait que l'existence précède l'essence, que les choses n'ont pas de signification intrinsèque, mais seulement celle que nous leur attribuons. Dans cette perspective, l'univers n'a pas besoin de nous pour avoir une signification. Il n'a tout simplement pas de signification du tout, en dehors de celle que des êtres conscients choisissent de lui donner. Si nous sommes seuls, cette absence de signification cosmique devient encore plus aiguë. Il n'y a pas de grand plan, pas de but ultime, pas de destination vers laquelle l'univers se dirige. Il y a seulement la matière et l'énergie, obéissant aveuglément aux lois de la physique, évoluant vers des états de plus en plus désordonnés selon le deuxième principe de la thermodynamique. Et c'est ici que nous devons considérer le futur à très long terme. Non pas le futur de notre civilisation, ni même celui de notre espèce, mais le futur de l'univers lui-même. L'univers est en expansion. Chaque galaxie s'éloigne de chaque autre galaxie à des vitesses qui augmentent avec la distance. Cette expansion, loin de ralentir sous l'effet de la gravité comme on le pensait autrefois, s'accélère. Une force mystérieuse que nous appelons l'énergie sombre pousse l'espace à s'étendre de plus en plus vite. Dans des dizaines de milliards d'années, les galaxies qui ne sont pas gravitationnellement liées à la nôtre auront reculé si loin qu'elles ne seront plus visibles. Leur lumière ne pourra plus nous atteindre, emportée par l'expansion de l'espace plus vite qu'elle ne peut voyager. Le ciel nocturne se videra progressivement. Des billions de galaxies disparaîtront au-delà de notre horizon cosmique, perdues pour toujours. Les étoiles elles-mêmes ne dureront pas éternellement. Dans quelques billions d'années, les dernières naines rouges, ces étoiles les plus frugales et les plus longévives, auront épuisé leur combustible nucléaire et se seront éteintes. L'univers ne sera plus éclairé que par les braises mourantes des naines blanches et des naines brunes, refroidissant lentement vers le zéro absolu. À terme, même ces vestiges stellaires se désintégreront. Les protons qui composent la matière ordinaire pourraient être instables sur des échelles de temps suffisamment longues, se désintégrant en particules plus légères sur des périodes de 10 puissance 36 années ou plus. Si c'est le cas, toute la matière baryonique finira par disparaître, laissant un univers rempli uniquement de photons de plus en plus froids, de neutrinos errants et de trous noirs lentement évaporants. Car même les trous noirs ne sont pas éternels. Selon la théorie de Stephen Hawking sur le rayonnement des trous noirs, ces objets émettent lentement de l'énergie et perdent de la masse au fil du temps. Le processus est extraordinairement lent. Un trou noir de masse stellaire mettrait environ 10 puissance 67 années à s'évaporer complètement. Un trou noir supermassif comme celui au centre de notre galaxie prendrait environ 10 puissance 100 années. Mais sur des échelles de temps suffisamment longues, tous les trous noirs finiront par disparaître dans un dernier flash de rayonnement de Hawking. Ce qui restera alors est difficile à concevoir. Un univers vide, froid, sombre, des photons si dilués par l'expansion qu'ils ne se rencontrent presque jamais. Des particules élémentaires séparées par des distances inimaginables, dérivant éternellement dans un espace en expansion perpétuelle. C'est ce que les physiciens appellent la mort thermique de l'univers, l'état final d'entropie maximale vers lequel toute chose semble se diriger. Dans ce futur lointain, il ne restera rien de ce que nous sommes. Pas de traces de nos civilisations, pas de mémoire de nos accomplissements, pas d'écho de nos espoirs ou de nos rêves. L'univers aura oublié qu'il a jamais abrité des êtres capables de le contempler. Cette vision du futur est peut-être la plus troublante de toutes, car elle suggère que quoi que nous fassions, quelle que soit la grandeur que nous atteignions, tout sera ultimement effacé. Que nous colonisions la galaxie ou que nous restions sur Terre, que nous survivions des millions d'années ou des milliards, la fin sera la même. Le silence, le vide,
l'oubli. Alors, face à cette perspective, quelle signification peut avoir notre existence? Si tout est voué à disparaître, pourquoi se préoccuper de quoi que ce soit? Les philosophes existentialistes comme Albert Camus ont lutté avec cette question. Dans le mythe de Sisyphe, Camus examine le problème de l'absurde, le conflit entre notre désir humain de sens et l'indifférence apparente de l'univers. Sa conclusion célèbre est que nous devons imaginer Sisyphe heureux, que nous pouvons trouver un sens et une joie dans notre lutte, même si elle est ultimement vaine. Peut-être que c'est la seule réponse possible. Nous n'avons pas besoin que l'univers nous fournisse une signification. Nous pouvons créer notre propre signification. Nous pouvons choisir de valoriser la beauté, la connaissance, l'amour, la compassion, non pas parce qu'ils dureront éternellement, mais parce qu'ils ont de la valeur maintenant, dans ce moment éphémère de conscience cosmique que nous habitons. Mais il y a aussi une autre perspective, plus optimiste peut-être, bien que spéculative. Nous ne connaissons pas les limites ultimes de ce que la technologie pourrait accomplir. Des physiciens comme Freeman Dyson ont spéculé que des civilisations suffisamment avancées pourraient en trouver des moyens de survivre indéfiniment, même face à la mort thermique de l'univers, en ralentissant leur processus de pensée, en conservant leur énergie avec une efficacité croissante. Elles pourraient peut-être étendre leur existence subjective vers l'infini, même si l'énergie disponible diminue continuellement. D'autres ont suggéré que des civilisations pourraient en créer de nouveaux univers, des bulles d'espace-temps séparées, où les conditions seraient plus favorables, ou qu'elles pourraient migrer vers des dimensions supplémentaires de la réalité que nous n'avons pas encore découvertes. Ces idées sont hautement spéculatives, frôlant la science-fiction, mais elles nous rappellent que nous ne connaissons pas les limites du possible. Et c'est peut-être là que réside le véritable mystère du silence cosmique. Nous supposons que nous comprenons ce que des civilisations avancées feraient, comment elles se comporteraient, quelles traces elles laisseraient. Mais comment pourrions-nous prédire les actions d'êtres dont l'intelligence et les connaissances dépasseraient les nôtres autant que les nôtres dépassent celles d'une fourmi? Le philosophe Ludwig Wittgenstein a écrit que si un lion pouvait parler, nous ne pourrions pas le comprendre. Il voulait dire que le monde conceptuel d'un lion, sa façon de percevoir et de catégoriser la réalité, serait si différent d'une autre que même avec un langage commun, la communication véritable serait impossible. Combien plus vrai cela serait-il pour des êtres qui auraient évolué sur des planètes différentes, avec des chimies différentes, des sens différents, des histoires différentes. Des êtres qui auraient peut-être résolu le problème de la conscience, qui comprendraient la nature de la réalité à un niveau que nous ne pouvons même pas imaginer, qui auraient transcendé des limitations que nous ne savons même pas que nous avons. Peut-être que le silence du cosmos n'est pas un silence d'absence, mais un silence d'incompréhension. Peut-être que les signaux sont tout autour de nous, mais que nous n'avons pas les concepts nécessaires pour les reconnaître. Comme un chien qui regarderait une bibliothèque et n'y verrait que des formes étranges, incapable de percevoir les mondes de connaissances contenus dans ces objets rectangulaires appelés livres. Ou peut-être que les civilisations avancées ont découvert quelque chose que nous ne savons pas encore. Quelque chose qui explique pourquoi elles choisissent le silence. Quelque chose sur la nature de la réalité, ou sur les dangers de la communication interstellaire, ou sur la futilité de l'expansion cosmique. Peut-être que lorsque nous serons suffisamment avancés, nous comprendrons nous aussi, et nous rejoindrons ce silence volontairement. Cette hypothèse, parfois appelée l'hypothèse de la transcendance, suggère que les civilisations ne restent pas indéfiniment dans notre univers physique. À un certain point de leur développement, elles migrent vers des états d'existence différents, des simulations informatiques parfaites où elles peuvent créer leur propre réalité, des dimensions supplémentaires de l'espace-temps, des formes d'existence que nous ne pouvons pas concevoir avec notre cerveau biologique limité. Si c'est le cas, alors le cosmos que nous observons avec nos télescopes serait une sorte de nursery, un environnement initial où les civilisations émergent et grandissent avant de partir vers des réalités plus vastes. Et le silence que nous percevons serait le silence naturel d'un lieu que les adultes ont quitté, laissant les enfants se demander où tout le monde est parti. Mais ce ne sont que des spéculations. La vérité, c'est que nous ne savons pas. Nous ne savons pas si nous sommes seuls. Nous ne savons pas
pourquoi le cosmos est silencieux. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, ni si notre civilisation survivra assez longtemps pour trouver des réponses. Ce que nous savons, c'est que nous existons, ici, maintenant, sur cette petite planète bleue, sous ce ciel étoilé. Nous avons la capacité de nous poser ces questions, de chercher ces réponses, de nous émerveiller devant ces mystères. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que le fait même de chercher a plus de valeur que de trouver. Le physicien Richard Feynman, lorsqu'on lui demandait si le mystère de l'univers ne le troublait pas, répondait que c'était au contraire ce qui le ravissait. Il trouvait l'univers bien plus intéressant parce qu'il était mystérieux, parce qu'il y avait des choses que nous ne comprenions pas encore, parce que l'exploration pouvait continuer indéfiniment. Peut-être que le silence cosmique est un cadeau plutôt qu'une malédiction. Il nous laisse la liberté d'explorer, de découvrir, de nous émerveiller. Il nous donne un univers vierge à cartographier, des questions profondes à méditer, un mystère infini à contempler. Et au cœur de ce mystère, il y a nous, petits, éphémères, fragiles, mais conscients, curieux, capables d'amour et d'émerveillement, capables de regarder les étoiles et de rêver de les atteindre. C'est peut-être tout ce dont nous avons besoin. Nous voici arrivés au terme de notre voyage à travers les mystères du cosmos. Nous avons parcouru ensemble des distances vertigineuses, traversé des milliards d'années, contemplé des forces qui dépassent l'entendement humain. Et maintenant, alors que la nuit s'approfondit et que les étoiles brillent silencieusement au-dessus de nos têtes, il est temps de rassembler les fils de cette tapisserie cosmique que nous avons tissée ensemble. Tout au long de cette exploration, une question centrale nous a guidés. Pourquoi, malgré l'immensité apparemment infinie de l'univers, malgré les billions de galaxies et les milliards de planètes potentiellement habitables, n'avons-nous trouvé aucune trace d'une autre intelligence? Pourquoi le cosmos reste-t-il si obstinément silencieux face à nos appels? Nous avons vu que les chiffres semblent promettre un univers grouillant de vie. L'équation de Drake, avec ses estimations optimistes, suggère que des milliers de civilisations devraient coexister avec nous dans notre seule galaxie. Et pourtant, le paradoxe de Fermi nous confronte à une réalité troublante. Où sont-ils tous? Cette dissonance entre l'attente et l'observation constitue peut-être le mystère le plus profond de notre époque. Nous avons exploré les obstacles qui parsèment le chemin de la vie. La biogenèse elle-même, cette transition mystérieuse de la chimie inerte vers la biologie vivante, pourrait être un événement d'une rareté prodigieuse. La complexification cellulaire, l'émergence de la multicellularité, le développement de l'intelligence, chacune de ces étapes représente un goulot d'étranglement que la plupart des biosphères pourraient ne jamais franchir. La Terre pourrait avoir été extraordinairement chanceuse, bénéficiant d'une combinaison de facteurs favorables qui ne se répètent que très rarement dans l'immensité cosmique. Nous avons contemplé la violence de l'univers, les supernovae qui peuvent stériliser des systèmes planétaires entiers, les sursauts gamma capables d'effacer toute vie sur des milliers d'années-lumière, les trous noirs dévorant des étoiles, les tempêtes solaires menaçant nos technologies, les impacts cosmiques redessinant l'histoire de la vie. L'univers, malgré sa beauté, est un champ de bataille où la survie n'est jamais garantie. Et nous avons réfléchi à ce que tout cela signifie pour nous, pour notre espèce, pour notre conscience si précieuse et si fragile. Nous avons contemplé le futur lointain de l'univers, cette marche inexorable vers la mort thermique où tout finira par s'éteindre dans le froid et l'obscurité. Nous avons médité sur notre place dans ce cosmos indifférent, sur la signification que nous pouvons trouver ou créer malgré l'absence apparente de but ultime. Maintenant, laisse-moi tenter de tisser tous ces fils ensemble en une réflexion finale. Non pas pour fournir une réponse définitive, car il n'en existe pas, mais pour offrir une perspective qui pourrait éclairer ta propre contemplation du mystère. Imagine un instant que tu es un voyageur cosmique, capable de te déplacer instantanément n'importe où dans l'univers. Tu quittes la Terre et tu t'élèves au-dessus de notre système solaire. Tu vois le Soleil comme une étoile parmi d'autres, la Terre comme un point bleu, pâle, à peine visible. Tu continues de t'élever, et notre système solaire entier se réduit à un point lumineux perdu parmi les milliards d'étoiles de la Voie lactée.
Tu voyages vers le centre galactique, là où les étoiles sont si densément concentrées qu'elles forment une brume lumineuse. Tu sens la présence invisible du trou noir supermassif, tapi au cœur de la galaxie, déformant l'espace-temps autour de lui. Tu voyages vers les bras spiraux, ces régions de formation stellaire où de nouvelles étoiles naissent dans des nuages de gaz et de poussière colorés de rose et de bleu par le rayonnement des jeunes étoiles. Partout où tu regardes, tu vois des étoiles. Des milliards d'étoiles. Certaines entourées de cortèges planétaires. Certaines peut-être baignées par la lumière d'océans extraterrestres. Certaines peut-être scrutées en ce moment même par des yeux qui ne ressemblent en rien aux nôtres, contemplant leur propre ciel nocturne et se demandant s'ils sont seuls. Ou peut-être pas. Peut-être que chacune de ces étoiles brille sur des mondes vides. Peut-être que les océans, s'ils existent, sont stériles. Peut-être que les yeux capables de contempler les étoiles n'existent nulle part ailleurs que sur cette petite planète dont tu t'es éloigné. Tu continues ton voyage. Tu quittes la voie lactée et tu la vois de l'extérieur. Spirale majestueuse de 100 milliards de soleils tournant lentement sur elle-même. Tu vois Andromède s'approcher inexorablement. Ces deux géantes destinées à fusionner dans des milliards d'années. Tu vois les galaxies naines satellites, ces petits compagnons voués à être absorbés par leurs voisines plus massives. Tu t'éloignes encore, et les galaxies se regroupent en amas. Les amas en superamas. Les superamas en filaments cosmiques s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière. Tu perçois la structure à grande échelle de l'univers. Cette toile cosmique de matière entrecoupée de vide immense où presque rien n'existe. Et dans toute cette immensité, dans toute cette complexité structurelle, dans tous ces billions de galaxies contenant chacune des milliards de mondes potentiels, tu ne perçois aucun signe d'une autre intelligence, aucun signal radio artificiel traversant le vide, aucune mégastructure construite autour d'une étoile, aucune lumière de ville brillant sur une planète lointaine. Rien que le silence. Ce silence pourrait signifier beaucoup de choses. Nous les avons explorées ensemble. Mais laisse-moi te proposer une interprétation finale. Une façon de comprendre ce silence qui n'est ni désespérante ni naïvement optimiste, mais qui tente d'embrasser la complexité de notre situation. Le silence du cosmos est peut-être le son de l'unicité. Non pas l'unicité au sens où nous serions la seule forme de vie jamais apparue, car cela semble statistiquement improbable malgré toutes les barrières que nous avons identifiées. Mais l'unicité au sens où chaque conscience, chaque civilisation, chaque espèce intelligente qui émerge quelque part dans l'univers est fondamentalement seule avec elle-même. Les distances interstellaires sont si vastes, le temps cosmique est si long, les fenêtres d'opportunité pour la communication sont si étroites que peut-être les intelligences de l'univers ne sont jamais destinées à se rencontrer. Peut-être que nous sommes comme des lucioles dans une forêt infinie, chacune brillant pendant un instant avant de s'éteindre, chacune trop éloignée des autres pour que leur lumière se croise jamais. Cette perspective pourrait sembler mélancolique, et elle l'est, d'une certaine manière. Mais elle contient aussi une vérité libératrice. Si nous sommes seuls dans notre région de l'univers, si aucun contact n'est possible avec d'autres intelligences, alors nous sommes vraiment libres. Libres de définir notre propre chemin. Libres de créer notre propre signification. Libres de devenir ce que nous voulons devenir. Sans modèle extérieur à suivre ni compétition cosmique à craindre. Nous n'avons pas à nous inquiéter d'être jugés par des civilisations plus avancées. Nous n'avons pas à craindre d'être conquis ou exploités par des envahisseurs extraterrestres. Nous n'avons pas à nous comparer à des êtres qui auraient résolu tous les problèmes que nous affrontons encore. Nous sommes seuls avec nous-mêmes, face à notre propre potentiel et à nos propres limites. Et cette solitude, paradoxalement, confère une immense valeur à tout ce que nous sommes et à tout ce que nous faisons. Car si nous sommes uniques, alors chaque œuvre d'art que nous créons est unique dans l'univers. Chaque acte de compassion est unique. Chaque découverte scientifique est unique. Chaque moment de bonheur partagé entre deux êtres humains est unique. Il n'y a nulle part ailleurs dans le cosmos où ces choses se produisent. Notre civilisation, avec toutes ses imperfections, avec toutes ses contradictions, avec toutes ses beautés et ses horreurs, est peut-être le seul endroit de l'univers où de la musique est composée,
le seul endroit où des poèmes sont écrits, le seul endroit où des êtres s'aiment et se sacrifient les uns pour les autres, le seul endroit où la conscience se demande ce qu'elle est et pourquoi elle existe. Cette pensée devrait nous emplir d'humilité et de responsabilité. Nous sommes les gardiens de quelque chose de précieux, peut-être de la chose la plus précieuse qui existe. Si nous détruisons notre civilisation par la guerre, par la négligence environnementale, par l'irresponsabilité technologique, nous ne détruirons pas seulement nous-mêmes. Nous détruirons peut-être la seule lumière de conscience dans une immensité d'obscurité aveugle. Les risques existentiels auxquels nous faisons face, les armes nucléaires, le changement climatique, les pandémies potentielles, les technologies non maîtrisées, ne sont pas seulement des problèmes politiques ou économiques. Ils sont des questions cosmiques. Leur résolution déterminera si la conscience continue d'exister dans notre coin de l'univers ou si elle s'éteint, peut-être pour toujours. Le philosophe Nick Bostrom a introduit le concept de risque existentiel pour décrire ces menaces qui pourraient mettre fin à la civilisation humaine ou réduire drastiquement son potentiel futur. Il argumente que nous avons une obligation morale envers les générations futures, envers tous les êtres qui pourraient exister si notre civilisation survit et prospère, de prendre ces risques au sérieux et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les éviter. Si nous étendons cette perspective à l'échelle cosmique, cette obligation devient encore plus pressante. Car si nous sommes seuls, les générations futures que nous protégeons en survivant ne sont pas seulement les milliards d'humains qui pourraient s'en vivre sur Terre dans les siècles à venir. Ce sont potentiellement les billions d'êtres conscients qui pourraient un jour habiter d'autres mondes, d'autres systèmes solaires, d'autres galaxies, si seulement nous parvenons à franchir les prochaines étapes critiques de notre développement. L'astrophysicien Carl Sagan parlait de la Terre comme d'un vaisseau spatial, une oasis de vie fragile voyageant à travers le vide cosmique. Mais peut-être devrions-nous penser à l'humanité entière comme à une graine de conscience qui pourrait un jour germer et s'étendre à travers la galaxie, apportant la lumière de l'esprit dans des régions qui n'ont jamais connu autre chose que le mouvement aveugle de la matière. Cette vision de l'avenir, où nos descendants colonisent d'autres mondes et transforment l'univers stérile en un jardin de conscience, est peut-être utopique. Elle suppose que nous surmontons tous les obstacles qui nous séparent des étoiles, tous les dangers qui menacent notre survie, toutes les limitations de notre nature biologique et psychologique. Mais elle n'est pas impossible. Et si elle est possible, nous avons peut-être l'obligation de la poursuivre. Car le grand filtre, cette barrière hypothétique qui pourrait expliquer le silence cosmique, n'est peut-être pas un événement unique, mais un processus continu. Chaque génération fait face à ses propres défis, ses propres tentations de destruction, ses propres opportunités de transcendance. Chaque génération a le pouvoir de rapprocher l'humanité des étoiles ou de la précipiter dans l'extinction. Et notre génération est peut-être la plus critique de toutes. Nous sommes les premiers à posséder les technologies capables de nous détruire complètement. Nous sommes aussi les premiers à posséder les technologies qui pourraient nous permettre de devenir une espèce interplanétaire. Nous nous tenons à un carrefour cosmique et le chemin que nous choisissons aura des conséquences qui s'étendront sur des millénaires, peut-être sur des millions d'années. Le silence du cosmos est peut-être le silence d'une question posée directement à nous. Serez-vous différent? Réussirez-vous là où d'autres ont peut-être échoué? Aurez-vous la sagesse de maîtriser vos propres technologies avant qu'elles ne vous maîtrisent? Aurez-vous la prévoyance de protéger votre biosphère avant qu'il ne soit trop tard? Aurez-vous le courage de regarder vers les étoiles et de faire le premier pas? Nous ne connaissons pas la réponse. Personne ne la connaît. L'avenir n'est pas écrit. Il est un livre aux pages vierges que nous remplissons chaque jour par nos actions et nos inactions, nos choix et nos abdications. Le destin de la conscience cosmique repose peut-être sur les décisions que nous prenons maintenant, en ce moment même de l'histoire. Et c'est là, je crois, que réside la signification profonde du silence des étoiles. Il n'est pas un verdict de solitude inévitable. Il n'est pas une sentence de mort cosmique. Il est un espace ouvert, une page blanche, une invitation à écrire notre propre histoire. L'univers ne nous dit pas ce que nous devons être. Il attend de voir ce que nous choisirons de devenir. Alors, que choisissons-nous? Choisissons-nous la peur, le repli sur nous-mêmes, l'abandon du rêve des étoiles? Choisissons-nous de nous battre pour des ressources déclinantes sur une planète que nous avons endommagée?
jusqu'à ce que les derniers feux de notre civilisation s'éteignent dans l'obscurité? Ou choisissons-nous l'espoir, l'expansion, la poursuite de ce rêve immémorial de l'humanité, de s'élever au-dessus de sa condition terrestre? Choisissons-nous de devenir les semeurs de vie dans un univers stérile, les porteurs de lumière dans une obscurité cosmique? Le choix nous appartient. Il a toujours été nôtre. Le cosmos ne fait que regarder, indifférent mais patient, attendant de voir ce que cette étrange espèce de primate conscient fera de son extraordinaire héritage. Et peut-être, dans des millions d'années, lorsque nos descendants auront essaimé vers d'autres étoiles, lorsqu'ils auront construit des civilisations sur des mondes que nous ne pouvons même pas imaginer, ils regarderont en arrière vers cette époque avec émerveillement. Ils se souviendront de ce moment charnière où leurs ancêtres ont fait le choix de survivre, de grandir, de s'étendre. Ils se souviendront de cette génération qui a regardé le silence des étoiles non pas comme une condamnation, mais comme une invitation. Et ils sauront que le silence cosmique n'était pas le signe d'un univers vide. Il était le silence d'un univers qui attendait d'être rempli. Par nous, par nos rêves, par notre conscience éveillée et curieuse. La nuit est profonde maintenant. Les étoiles brillent au-dessus de toi, chacune un soleil lointain, chacune peut-être entourée de mondes que nous n'avons pas encore découverts. Le silence règne, vaste et mystérieux, porteur de questions sans réponse et de possibilités infinies. Ferme les yeux un instant, sens la rotation de la Terre sous toi, ce vaisseau spatial naturel qui t'emporte à travers l'espace à des milliers de kilomètres par heure. Sens la présence du Soleil, quelque part sous l'horizon, ce réacteur nucléaire géant qui te maintient en vie. Sens ta propre respiration, cet échange constant entre ton corps et l'atmosphère de la planète, cette danse de molécules qui te lie à tous les êtres vivants qui ont jamais respiré cet air. Tu es fait de poussière d'étoiles, façonné par des milliards d'années d'évolution, héritier d'une chaîne ininterrompue de vie qui s'étend jusqu'aux premiers organismes unicellulaires dans les océans primitifs de la Terre. Tu es le produit improbable d'innombrables hasards, de mutations aléatoires, de catastrophes évitées de justesse, de chances saisies par tes ancêtres à travers les âges. Et tu es conscient. Tu es capable de contempler l'univers et de te demander pourquoi il existe. Tu es capable de ressentir de l'émerveillement devant sa beauté et de l'effroi devant sa violence. Tu es capable d'aimer, de créer, de rêver. Tu es, peut-être, l'une des choses les plus rares et les plus précieuses dans tout le cosmos. Cette nuit, en t'endormant sous les étoiles silencieuses, emporte avec toi cette pensée. Le mystère de notre solitude cosmique n'est pas une source de désespoir. Il est une invitation à l'émerveillement. Il est un rappel de notre responsabilité. Il est une ouverture vers un avenir que nous avons le pouvoir de façonner. Nous ne savons pas pourquoi l'univers est silencieux. Nous ne savons pas si nous sommes seuls. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Mais nous savons que nous sommes ici, maintenant, vivants et conscients dans un univers qui semble ne pas se soucier de notre existence. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que le simple fait d'exister, de percevoir, de questionner est en soi un miracle qui n'a besoin d'aucune justification extérieure. Peut-être que la signification que nous cherchons n'est pas cachée quelque part dans les profondeurs du cosmos, mais ici, en nous, dans notre capacité à créer du sens là où il n'y en avait pas. Le cosmos nous a donné la vie. Il nous a donné la conscience. Il nous a donné la capacité de le contempler et de nous émerveiller. Ce qu'il ne nous a pas donné, c'est une réponse toute faite à la question de notre place dans son immensité. Cette réponse, c'est à nous de l'écrire, chaque jour, par nos choix, par nos actions, par la façon dont nous traitons notre planète, nos semblables et notre propre potentiel cosmique. Le silence des étoiles jette une page blanche tendue vers nous, et le stylo est entre nos mains. Bonne nuit, voyageurs des étoiles. Que tes rêves soient peuplés de mondes inconnus et de possibilités infinies. Et que demain, en te réveillant sous le même ciel silencieux, tu te souviennes que ce silence n'est pas une fin, mais un commencement. Le commencement de tout ce que nous pourrions devenir.